On va pouvoir commencer. Bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup de votre présence aujourd'hui et bienvenue au Café des Sciences, démystifiant la technologie blockchain. Pour cette édition, les panélistes experts vous présenteront le fonctionnement, la recherche, la régulation et les applications autour des blockchains. Cette introduction sera suivie d'un temps d'échange interactif destiné à poser vos questions, puis d'un atelier pratique au cours duquel sera distribué un NFT aux couleurs de ce Café des Sciences. Je me présente, je m'appelle Maxence Balsalobre, attaché adjoint pour la science et la technologie à l'ambassade de France à Washington, D.C., et je serai votre modérateur pour cette édition à la compagnie d'Alice. Bonjour à tous, donc je suis Alice Joyeux, je travaille au sein du service pour la science et la technologie de l'ambassade de France et je suis donc dans l'antenne du service qui est basée dans le consulat général de France à San Francisco. Donc je suis très heureuse de modérer cette discussion sur les blockchains en compagnie de Maxence aujourd'hui. Donc avant de tenter de démystifier les blockchains, nous allons avoir le plaisir d'accueillir Frédéric Jung, le consul général de France à San Francisco, qui souhaite vous dire quelques mots. Frédéric. Merci beaucoup Alice pour cette petite introduction. Bonjour à tous et bienvenue donc à ce Café des Sciences sur le thème des blockchains qui est organisé par les équipes du service pour la science et la technologie du consulat général et par la branche nouvelles technologies donc de l'ambassade de France aux États-Unis. Je suis, comme le disait Alice, Frédéric Jung, je suis le consul général de France à San Francisco, et je suis très heureux de vous accueillir pour ce Café des Sciences. C'est un événement, le Café des Sciences, qui est organisé de façon mensuelle par le service pour la science et la technologie et il a habituellement lieu de façon successive dans les différents consulats de France à travers les États-Unis. Ces cafés des sciences, ils permettent de mettre en valeur l'excellence des scientifiques français en échangeant autour de sujets qui font l'actualité scientifique. Et ça a vocation à être un événement convivial. Et habituellement, lorsque la pandémie le permet, c'est un événement qui a lieu en présentiel. Alors aujourd'hui, l'édition est un peu particulière parce que nous rassemblons des intervenants qui viennent à la fois de la côte Est et de la côte Ouest. Et c'est ça qui justifie que nous avons recours donc, à un café des sciences virtuel. Et donc, pour cette édition, on va parler de blockchain. Et nous avons pour cela, depuis la côte ouest, la chance de recevoir Natasha Crooks, qui est professeure adjointe dans le département génie électrique et informatique à l'Université de Californie. Et elle est arrivée dans la baie de San Francisco il y a moins de 2 ans. Et ses recherches portent avant tout donc, sur les systèmes distribués, les bases de données, la sécurité. Et donc les blockchains sont au cœur de son travail, mais elle vous en parlera beaucoup mieux que moi. Donc voilà pour la côte ouest. Et pour ce qui est de la côte est, nous avons le plaisir de recevoir Frédéric Deveau et Priam Varin, qui sont respectivement vice-présidents et ingénieurs en R&D blockchain au sein de l'entreprise Prometheus Computing. Et donc ils se sont tous les deux rencontrés lorsqu'ils travaillaient au NIST, qui est le National Institute for Standards and Technology. Voilà, donc pour ce qui est de nos intervenants, donc on se réjouit d'entendre dans un instant. Mais peut-être juste un mot sur les blockchains. C'est un concept qui est au cœur de l'actualité en ce moment. Vous en avez beaucoup entendu parler, que ce soit au sujet des crypto-monnaies, des NFT aussi, dont on parle beaucoup ici dans la baie de San Francisco, et bien sûr du métaverse, qui a fait parler de lui énormément également. Et pour ceux qui ont regardé le Super Bowl il y a quelques jours, vous avez peut-être remarqué aussi le nombre de spots publicitaires qui ont été consacrés à ces sujets. Et au-delà de l'actualité, certains considèrent que les blockchains représentent en termes d'évolution, de révolution technologique, quelque chose du même ordre que l'apparition de la machine à vapeur ou de l'Internet. Donc c'est vraiment quelque chose d'essentiel. Mais pour autant, alors qu'on en parle beaucoup, alors que c'est un saut considérable technologique, eh bien, c'est un concept et une technologie qui est encore assez complexe à comprendre pour le grand public. Et c'est tout l'objet de ce Café des Sciences que de justement essayer de comprendre mieux de quoi on parle et de mieux comprendre par conséquent les applications de ces blockchains. Donc, sans plus tarder, je laisse la parole à Alice et Maxence pour animer la suite de l'échange. Je vous souhaite un excellent Café des Sciences et j'espère que vous ressortirez de cet échange avec une idée un peu plus précise de ce que sont les blockchains et de leur potentiel. Merci beaucoup à tous. Merci beaucoup Frédéric pour ces petits mots de bienvenue. Donc pour commencer, on va peut-être proposer à nos panélistes de se présenter brièvement à leur tour pour nous dire un petit peu ce qu'ils font et un petit peu
qui ils sont. Donc, Natacha, je te propose de commencer. Bonjour à tous, ça fait très plaisir d'être là. Donc, comme Monsieur le Consul a dit, je m'appelle Natacha Crooks et je suis enseignant-chercheur dans le département d'informatique à Berkeley, où mes recherches se focalisent principalement sur les systèmes distribués et les systèmes où les participants ne se font pas nécessairement confiance. Donc, la blockchain est au centre de mes recherches. Bonjour, Pardon. nous sommes en présence de l'équipe de Prometheus Computing, Frédéric Deveau et Priam Varin pour la présentation de la technologie blockchain, puis Loïc Le Savre en fin de réunion pour la démonstration pratique. Messieurs. Oui, bonjour, je suis Frédéric Deveau, vice-président de Prometheus Computing. C'est une petite compagnie qui est localisée près de Washington, D.C. Et nous nous spécialisons dans tout ce qui est informatique lié au domaine des sciences. Et donc, je fais partie de plusieurs groupes donc de standardisation au niveau de la blockchain. Donc, par exemple, IEEE, où on développe un standard autour de la gouvernance des blockchains, ou Ethereum Enterprise Alliance, où on regarde l'autorisation des blockchains, en particulier donc Ethereum, pour l'utilisation dans le gouvernement fédéral américain, et aussi des associations professionnelles qui regroupent des industries et le gouvernement américain pour mieux comprendre l'utilisation de cette nouvelle technologie au sein des différentes agences gouvernementales. Merci. Heureux d'être ici. Bonjour à tous, je suis enchanté de pouvoir discuter avec la communauté française ce soir. Donc, je m'appelle Priam Varin, je suis ingénieur de formation spécialisé dans les technologies blockchain depuis quelques années. J'ai travaillé pendant 5 ans avec l'agence fédérale du NIST avant de rejoindre Frédéric chez Prometheus Computing pour continuer à travailler sur des projets blockchain. Merci. Bonjour à tous, je m'appelle Loïc. Je suis très content aussi de faire partie d'être invité à ce Café des Sciences. Et je travaille chez Prometheus Computing en tant qu'ingénieur R&D en blockchain. Je travaille sur des projets d'identité décentralisée, de tokenisation, de mise au point de prototypes. Merci beaucoup. Merci à tous les trois pour cette introduction. Nous allons passer à la première partie du webinaire. Il s'agira d'en apprendre plus au sujet des blockchains dans un premier temps, de l'explication générale de la technologie à leur régulation, en passant par les progrès de la recherche et ses applications, qu'elles soient industrielles ou commerciales, actuelles ou futures. Je vous propose d'ouvrir la séance avec Natacha pour nous présenter la technologie blockchain. Natacha. Merci Maxence. Donc, la technologie blockchain, c'est un ensemble de protocoles qui permet à plusieurs entités, qu'elles soient réelles ou simplement légales, de mutualiser leurs données sans nécessairement se faire confiance. Donc, c'est une technologie dont la fondation, les bases existent depuis les années 80, mais qui a récemment eu un regain très important de popularité grâce à Bitcoin, aux crypto-monnaies et aux NFT. Donc, la blockchain, c'est une technologie qui permet à plusieurs participants d'échanger des données, de réaliser ensemble des calculs ou d'exécuter des programmes, en ayant une garantie que le système restera fiable et correct, sans pour autant faire confiance aux participants. Donc, puisque vous êtes là, vous avez peut-être déjà entendu parler du Bitcoin, des crypto-monnaies ou récemment des NFT, comme Monsieur le Consul le disait tout à l'heure. Et je voudrais, dès le début, introduire une distinction qui, pour moi, est assez importante. La technologie blockchain n'est pas synonyme de Bitcoin ou de NFT. La blockchain, c'est un socle commun, grâce auquel on obtient certaines garanties formelles, tandis que les NFT et les crypto-monnaies comme Ethereum et Bitcoin, ce sont des applications qui utilisent ces garanties. Donc, pour comprendre en quoi consistent ces garanties, je vais utiliser un exemple de la vie de tous les jours, une colocation de 10 étudiants, comme il en existe beaucoup à Berkeley. Et ces étudiants vont essayer de gérer ensemble les provisions de leur réfrigérateur. Et cela va me permettre d'introduire les termes essentiels de la technologie blockchain avant d'entrer un peu plus en détail. Donc, admettons que l'objectif soit de contrôler l'approvisionnement de ce réfrigérateur. Donc, dans un premier temps, chaque colocataire va écrire sur un calepin posé sur la table chaque fois qu'il ou elle prend quelque chose dans le frigo, chaque fois qu'il remet quelque chose dans le frigo ou qu'il achète un aliment.
c'est-à-dire à chaque fois qu'il modifie l'état du frigo. On parlera là de transaction, c'est-à-dire une opération qui modifie l'état du système. Le calepin où chaque participant note les transactions qu'il a effectuées s'appelle un registre, ou ledger en anglais. Donc, nous voulons aussi savoir quel colocataire a terminé le lait avant d'en racheter. Pour cela, nous devons ordonner les opérations dans ce registre. Le registre doit donc contenir une liste ordonnée d'opérations. Et comme vous le savez tous, la vie en colocation peut parfois être difficile. Il est possible qu'un colocataire malveillant efface certaines opérations, les supprime ou remplace le calepin par un autre. Afin d'éviter cela, nous voulons que notre calepin soit non falsifiable, ou tamper-proof en anglais. C'est-à-dire que le contenu du calepin et donc l'historique des opérations ne puisse jamais être modifié. Nous voulons aussi que les parents de ces élèves étudiants puissent vérifier que leurs enfants se nourrissent de manière correcte et se comportent comme de bons citoyens. Il faut donc qu'ils puissent indépendamment vérifier le contenu de ce calepin. Autrement dit, il faut que ce calepin soit vérifiable publiquement. Enfin, avoir un seul calepin dans la colocation, ce n'est pas forcément une bonne idée. Il peut être perdu et c'est relativement facile pour un colocataire malhonnête de le jeter. Nous allons par conséquent donner à chaque colocataire une copie de ce calepin. Il n'existera ainsi plus de version principale. On parle là d'un registre décentralisé ou distributed ledger. Un mécanisme de consensus doit dès lors s'assurer que chaque copie du registre reste identique. C'est-à-dire, les étudiants doivent maintenant se coordonner entre eux avant d'ajouter leurs opérations respectives dans le registre pour qu'elles aient un ordre cohérent. De cette manière, chaque personne aura la certitude de consulter un registre avec une version unique de l'histoire. Donc, ce que je décris là, ce n'est pas juste une idée de faire les courses, c'est véritablement une blockchain. Il s'agit là d'un registre distribué, ou distributed ledger, qui permet à plusieurs participants, dont certains se comportent de manière malhonnête, de s'accorder sur une liste ordonnée d'opérations qui soit non falsifiable et vérifiable publiquement. Donc voilà dans les termes les plus basiques possibles, ce que c'est la blockchain. Bon, j'ai conscience que vous faire revivre vos souvenirs de colocation étudiante, c'est bien, mais bien sûr, il y a beaucoup plus de détails compliqués qui entrent dans une blockchain, et c'est maintenant ce sur quoi je vais me focaliser. Donc, en général, les systèmes blockchain contiennent 3 composants. Premièrement, elles utilisent un mécanisme qui permet de sélectionner les participants. On appelle aussi ces participants des nœuds ou des nodes en anglais. Ce sont ces participants qui vont stocker les données de la blockchain de manière décentralisée et qui vont pouvoir ajouter des transactions au registre. Ensuite, on a une première couche que l'on appelle Layer 1. Donc, je vous rappelle que chaque participant possède une copie locale du registre. Lorsqu'une nouvelle transaction est ajoutée au registre, l'objectif de la couche 1 est de s'assurer que cette opération soit ajoutée de la même manière sur tous les nœuds et surtout de faire en sorte que ce registre distribué reste non falsifiable. On appelle ça un mécanisme de consensus. Enfin, la couche 2 se charge d'exécuter les opérations qui ont été inscrites dans le registre. En effet, chaque opération, c'est en réalité un petit bout de code qui peut être exécuté de manière automatique. On appelle ça un smart contract ou contrat intelligent. Donc, il existe 2 types de blockchains, les blockchains ouvertes et les blockchains fermées. Les blockchains fermées connaissent l'identité et le nombre de participants. Donc, dans le cadre de notre colocation de tout à l'heure, nous savions qu'il y avait 10 participants et qui elles étaient. C'est par exemple le cas de la blockchain Diem de Facebook, qui contenait 100 participants, dont les plus grandes banques mondiales. À l'inverse, les blockchains ouvertes ne connaissent ni le nombre ni l'identité des participants. Et Bitcoin est l'exemple phare d'une application construite sur une blockchain ouverte. Afin de rétablir une notion plus ou moins équivalente d'identité,
les blockchains ouvertes utilisent deux mécanismes principaux. La preuve de travail, ou proof of work, et la preuve d'enjeu, ou proof of stake. Donc, la preuve de travail demande à chaque participant de résoudre un puzzle informatique coûteux et qui requiert énormément de temps et de puissance de calcul. C'est bien sûr un gouffre énergétique, mais cela permet de s'assurer qu'une seule personne ne prétende pas être 1000 personnes à la fois, car à chaque fois, elle doit résoudre ce puzzle qui demande une puissance de calcul importante. La preuve d'enjeu, à l'inverse, donne la priorité aux participants qui ont déjà participé au protocole et qui ont donc un intérêt financier à ce que ce protocole continue de fonctionner. Donc, de manière générale, les blockchains fermées sont bien plus performantes que les blockchains ouvertes, mais on assiste de plus en plus à des blockchains hybrides qui combinent les avantages des deux approches. Donc, si on passe à la slide suivante, le mécanisme de consensus. Donc, le mécanisme de consensus d'une blockchain permet à tous les nœuds de se mettre d'accord sur une version unique de l'histoire et que cette version soit non falsifiable. Les deux principales difficultés sont 1, le fait que le registre soit décentralisé. Chaque participant peut donc recevoir des transactions dans un ordre différent. Malgré ça, il doit se mettre d'accord avec les autres participants sur un ordre final et unique. Deuxièmement, le deuxième challenge, c'est le fait que tous les participants ne sont pas honnêtes. Ils peuvent donc intentionnellement tenter de modifier l'historique ou de le rendre incohérent entre participants. Donc, les deux techniques principales pour résoudre ces deux problèmes sont l'idée de vote majoritaire et de chaînage. Donc, parlons d'abord du vote. Donc, lorsqu'un participant, appelons-le Alice, reçoit une transaction, il va s'assurer de préserver une version unique de l'histoire. Comment fait-il? Avant d'inclure définitivement la transaction dans le registre, il va d'abord procéder par une phase de vote. Si une majorité de participants honnêtes votent pour que cette transaction soit en effet la prochaine incluse dans le registre, alors Alice peut l'inclure. Donc, pourquoi est-ce que ça permet de garantir une version unique de l'histoire? C'est parce que par définition, il n'est pas possible d'obtenir une autre majorité qui votera en faveur d'une autre transaction en même temps. Du coup, on préserve l'ordre unique. La technique de chaînage, quant à elle, est clé pour garantir la non-falsification de la blockchain. Chaque transaction va en fait inclure l'ensemble des transactions qui la précèdent dans le registre sous forme de ce qu'on appelle un hash. Un hash en informatique, c'est une sorte d'empreinte digitale qui permet d'identifier facilement, mais de manière très précise, un ou plusieurs objets. En incluant le hash des transactions précédentes dans chaque transaction qui suit, on crée une chaîne dont l'histoire ne peut pas être modifiée, d'où le nom de blockchain. Donc voilà qui conclut la partie introduction et définition. Je voulais juste vous montrer, j'ai bien sûr simplifié beaucoup de détails, donc je voulais juste vous montrer en conclusion de ce premier topic ce à quoi ressemble une blockchain réelle, où vous avez un bloc, donc c'est-à-dire un ensemble d'opérations qui a un titre, qui pointe par ce hash au bloc qui le précède. Ce bloc est horodaté, c'est-à-dire qu'il a un timestamp, donc une date qui lui est propre. Un nonce, il s'agit d'un chiffre aléatoire qui permet de distinguer entre plusieurs blocs. Et enfin, le hash du bloc précédent et le contenu des opérations. Donc voilà, ça conclut la partie introduction-définition et nous allons maintenant discuter plus en détail des principaux thèmes où la recherche se focalise en même temps, en ce moment. Oui, exactement. Merci beaucoup, Natacha, pour cette explication. C'est extrêmement clair. Donc, finalement, on peut dire que la blockchain, c'est la réunion de différentes technologies. Donc, comme tu l'as dit, la cryptographie, les méthodes de consensus. Et donc, il y a aussi beaucoup, comme c'est une technologie qui est très nouvelle, il y a beaucoup de recherches qui sont réalisées sur la blockchain, de la recherche académique, mais également de la recherche qui sont faites par les entreprises. Donc, comment diriez-vous que cette recherche se répartit-elle entre ces différents acteurs et quels sont les éléments les plus importants sur lesquels nous devons encore faire des progrès pour que cette technologie soit utilisée par tous? La recherche blockchain, c'est la réunion de 4 domaines, l'informatique, le droit,
la finance, de 3 domaines, pardon. Et à l'intérieur de l'informatique, c'est une collaboration entre, comme vous l'avez dit, la cryptographie et les personnes qui étudient les systèmes distribués comme moi. Donc, il y a, disons, 2 points où la recherche vraiment est encore au tout début. C'est la cryptographie, je vais en parler rapidement dans les mécanismes de consensus, mais comment est-ce qu'on peut attester de l'identité de personnes lorsqu'il faut attester de 100 personnes à la fois. Donc ça, c'est quelque chose qui est encore très coûteux, mais grâce à la blockchain, on fait des progrès fantastiques. Enfin, grâce à l'engouement que suscite la blockchain, on fait des progrès fantastiques. Il y a aussi des problèmes de privacy, puisque la blockchain est un registre public, et je sais que Priam et Frédéric en parleront. Enfin, comprendre la relation entre la blockchain et le droit, et la blockchain et la finance, et les changements ou pas que le fait d'avoir une blockchain nécessite, sont vraiment pour moi l'un des domaines qui a été relativement peu étudié. Priam, Frédéric, vous voulez peut-être ajouter certains éléments, préciser certains éléments? Oui, alors je crois qu'on a quelques slides qui vont être juste après, qui passent un petit peu plus en détail les différents éléments qu'il y a sur ce slide-là. Donc, Loïc, si tu veux passer au prochain slide. Voilà, Natacha, si tu voulais... Attends, tu peux revenir en arrière? C'est bon, Natacha, tu as parlé de ce que tu voulais au niveau des mécanismes de consensus? Pour moi, disons que les 3 ou 4 points que je voulais souligner sur les mécanismes de consensus, okay. Sur la recherche, on va dire, de pointe, c'est 1, améliorer le débit et la latence, donc le nombre d'opérations par seconde et le temps qu'une opération prend. Et comme je disais, c'est vraiment orienter ces mécanismes lorsque le nombre de participants est élevé, 100 ou 200 personnes, puisque les coûts cryptographiques en ce moment dépendent du nombre de participants. Et beaucoup de recherches en ce moment essayent de séparer le nombre de participants des coûts cryptographiques. Enfin, et je peux aller rapidement là-dessus, il y a d'autres questions. Comment est-ce qu'on peut, toujours dans l'idée de passer ces mécanismes à l'échelle supérieure, comment est-ce qu'on peut séparer les opérations, donc les partitionner, de sorte que plusieurs mécanismes de consensus puissent indépendamment décider de leur ordre, en maintenant les garanties globales. Il y a aussi des questions de parité. Donc là, comment est-ce qu'on peut s'assurer que le mécanisme de consensus ordonne les opérations de manière juste et équitable? Donc, par exemple, je peux faire en sorte que l'opération de Frédéric soit toujours exécutée avant l'opération de Maxence. Ça pose bien sûr des problèmes légaux, particulièrement dans le cas de la finance. Donc, il y a beaucoup de travail là-dessus qui permettent justement d'établir des nouvelles notions d'équité, de parité, et bien sûr des développements algorithmiques qui permettent de mettre en pratique ces définitions. Et enfin, quelque chose qui est encore au balbutiement, c'est lorsqu'on parle de modélisation de fautes plus précises. Donc pour l'instant, ce sont les mécanismes de fautes, c'est un participant est honnête ou malhonnête. Donc c'est un modèle assez grossier de la réalité. Alors qu'en pratique, bien sûr, c'est bien plus compliqué. On peut être quelqu'un qui est rationnel, qui est égoïste. On peut être quelqu'un qui fait confiance à une personne, mais pas l'autre, pour des raisons légales, nationales ou quoi que ce soit. Donc, on assiste à des nouveaux algorithmes qui, justement, prêtent en compte ces relations humaines complexes et qui vont sans doute devenir le fondement des mécanismes de consensus des générations suivantes. Super, merci. D'accord. Donc, comme Natacha a discuté un petit peu avant, donc on a les smart contracts qui sont donc exécutés donc sur cet ordinateur distribué. Et donc, contrairement à, on va dire, l'informatique un peu traditionnelle, où donc ces programmes sont exécutés peut-être à l'intérieur d'organisations ou même sur le cloud, ici, la logique de ce contrat est directement visible ou visible à tout le monde et exécuté de manière un peu transparente
donc sur cet ordinateur distribué, ce qui apporte des avantages parce que on peut voir un petit peu et mieux comprendre la logique qui va être exécutée, mais aussi ça permet à des acteurs, des mauvais acteurs, de pouvoir facilement prendre du temps et de regarder un peu quels pourraient être des vecteurs d'attaque potentiels. Avec aussi le fait que sur une blockchain, on ne peut pas changer l'information qui a été ajoutée. Et donc, si il y a une vulnérabilité qui a été découverte, on ne peut pas facilement arrêter l'exécution, la modifier et redémarrer. Donc, il y a beaucoup de recherche qui se fait, qui est apportée sur ce point de vue-là, pour au début s'assurer que les smart contracts sont développés de manière correcte. Donc, il y a de la recherche sur la vérification formelle, donc utiliser des modèles mathématiques pour s'assurer que le développement du programme respecte bien les spécifications. Au niveau de la sécurité, avec beaucoup d'outils d'audit pour essayer de s'assurer que il y a beaucoup de tests de différents cas qui sont apportés pour essayer de découvrir des vulnérabilités potentielles. Le développement de design pattern, donc s'assurer qu'on puisse avoir des logiques qui sont un peu peut-être consistantes, qui sont organisées d'une certaine manière, qu'elles peuvent être facilement réutilisables dans plusieurs types de smart contracts. Comme ça, il y a beaucoup de temps qui sera passé sur un audit ou sur une vérification formelle, mais ensuite, ce design pattern ou cette implémentation peut être réutilisable dans d'autres smart contracts. Et aussi le développement d'outils qui aident au développement donc de la communauté autour donc de ces différentes blockchains pour s'assurer que au niveau design, développement, déploiement de ces smart contracts, mais aussi changement, donc nouvelle version de ces smart contracts, que ça se fasse de manière facile pour limiter ces vecteurs d'attaque. Merci Frédéric. Donc oui, comme Natacha l'avait abordé un peu plus tôt, un autre domaine important de la recherche lié au blockchain est la question de la scalabilité. Comment faire en sorte qu'une blockchain puisse accepter un flot d'utilisation, de transactions de plus en plus croissant. Donc les problèmes de scaling ont des conséquences très concrètes, je dirais, pour les réseaux blockchain. Certaines des blockchains les plus populaires ont, au cours de ces dernières années, vu leurs frais de transaction exploser, au point de rendre leur utilisation prohibitive pour le grand public. Pour vous donner un exemple, les frais de transaction moyens étaient d'environ $70 l'été dernier pour Ethereum, contre environ $1 un an au préalable. Donc une différence assez saisissante, mais qui s'explique assez naturellement par l'immense augmentation du nombre d'applications et de la demande pour Ethereum récemment. Donc voilà, trouver un moyen d'améliorer le débit et les frais de transaction sur une blockchain est assez vital. Et c'est un des principaux sujets de recherche, notamment dans l'écosystème des blockchains publiques. Alors, intuitivement, en termes de solutions, un bon nombre d'approches vont reposer sur des systèmes externes qui permettent d'alléger le nombre de transactions qui seront fournies ultérieurement à la blockchain. Alors, comme vous pouvez le voir sur ce slide, j'ai listé quelques exemples de solutions. Je ne vais pas tous les détailler, on n'a pas ce temps-là, mais par exemple, prenons la première, les payment channels. Alors là, c'est un exemple de structure où des participants acceptent de bloquer un certain montant de crypto-monnaies, de tokens, dans la blockchain, typiquement via un contrat intelligent. Et une fois que cet argent est bloqué, les participants sont libres d'échanger entre eux, de redistribuer comme bon leur semble cet argent, sans devoir interagir avec la blockchain. Et une fois qu'ils ont terminé leurs interactions, les comptes de chaque participant sont synchronisés avec la blockchain. Donc, au lieu d'avoir une multitude de transactions, on se retrouve avec simplement une poignée de transactions qui se retrouvent au final sur la blockchain. Voilà, donc j'ai aussi cité les rollups, des relays, les notions de sharding.
Tout ça sont des solutions qui sont d'actualité, qui sont actuellement en cours de recherche, de développement et qui, de leur propre manière, apportent des solutions à ce problème de scaling. Slide suivante, s'il vous plaît. Autre point clé de recherche, la protection de la vie privée. À partir du moment où, en tant qu'utilisateur, vous utilisez une blockchain, vous pouvez, dans la majorité des cas, je dirais, assumer que toutes les transactions que vous émettez sont visibles par tous les autres membres du réseau. Un conseil général à garder en tête quand on utilise une blockchain, c'est de ne pas poster en clair, donc sans encryption ou sans hashing, des informations confidentielles ou privées. Malgré tout, il peut quand même arriver qu'un individu peu scrupuleux apprenne des choses sur vous, sur votre identité réelle, sur vos habitudes de transaction, sur les services que vous utilisez, à travers les traces que vous laissez involontairement en utilisant une blockchain. D'où, je dirais, la nécessité de développer des techniques supplémentaires de protection de la vie privée. Alors, on parle principalement de techniques basées sur des concepts cryptographiques qui visent principalement soit à obscurcir le contenu d'une transaction, ou alors à brouiller le lien entre un identifiant, typiquement une adresse blockchain, et une transaction particulière. Là aussi, sur ce slide, vous pouvez voir quelques exemples. L'idée n'est pas du tout d'entrer dans le détail puisque ce sont des sujets extrêmement techniques. Très rapidement, les Zero Knowledge Proofs, des preuves sans divulgation en français, ce sont des schémas cryptographiques qui permettent de convaincre de la véracité d'une affirmation en partageant le minimum d'informations nécessaires ou même sans partager l'information elle-même. Nous avons des transaction mixers, brouiller un petit peu l'origine de différentes transactions en les mélangeant. Les ring signatures, donc une procédure de signature où la signature produite par chaque membre d'un même groupe est identique, donc indissociable d'un membre à un autre. Et finalement, j'ai aussi listé les privacy group networks. Donc, ce sont des réseaux de nœuds privés qui sont externes à la blockchain et qui permettent aux membres d'un même groupe d'échanger des transactions privées qui ne sont visibles que pour les membres de ce groupe. Donc voilà quelques exemples d'outils qui permettent de renforcer un petit peu, je dirais, la protection de la vie privée dans le cadre des blockchains. Slide suivante, s'il vous plaît. Et finalement, le dernier domaine de recherche que nous allons aborder brièvement ce soir concerne les monnaies numériques de banque centrale, en anglais les Central Bank Digital Currencies. Donc, il s'agit d'un domaine qui est séparé de celui des crypto-monnaies, même s'ils partagent certaines caractéristiques et seront très certainement appelés à coexister ensemble dans le futur. Donc, on parle plutôt ici de recherche menée principalement par des acteurs de politique monétaire et des économistes. L'idée est de proposer un nouveau type de devise officielle qui est transférable électroniquement et instantanément, qui présente des garanties de vérification et surtout, je dirais, qui peut offrir de nouvelles fonctionnalités monétaires, comme par exemple des taux d'intérêt programmables, des paiements de stimulus en direct, etc. Et un autre avantage concret serait de rendre également les systèmes monétaires plus ouverts, plus accessibles et aussi plus interopérables à un niveau macroéconomique. Alors, un certain nombre de pays ont déjà lancé leur propre monnaie digitale et la grande majorité des banques centrales, je pense notamment à la Banque de France, travaillent activement dessus depuis plusieurs années. Si vous voulez en apprendre un petit peu plus sur ce sujet que je trouve personnellement passionnant, je vous recommande un très bon website proposé par le Conseil de l'Atlantique qui fait un état de l'art des différents projets de monnaie numérique à travers le monde. Le lien figurera à la fin de cette présentation. Merci. Donc, de façon générale, je dirais qu'il reste encore pas mal de recherches à effectuer pour optimiser au mieux le fonctionnement des blockchains et leurs interactions avec le monde externe et des applications concrètes. Merci à tous les trois pour cet éclairage. La recherche induit en aval des applications industrielles et commerciales des technologies blockchain. Selon vous, lesquelles vous paraissent les plus prometteuses et imaginables à l'avenir ? Donc, on peut parler de celles qui sont manifestes, donc les crypto-monnaies, crypto-actifs,
même si donc effectivement, comme Natacha l'a bien dit, la blockchain, ça ne veut pas dire que c'est égal à Bitcoin ou à Ethereum ou aux Ethers et Tezos et tout ça. Il y a quand même le mouvement grandissant est bien supporté par le développement de ces crypto-monnaies. Donc, qu'est-ce qu'un cryptoactif? Il est défini donc, par l'organisme de standard ISO comme un actif numérique développé en utilisant des techniques de cryptographie, comme expliqué avant. Donc, une crypto-monnaie est un cryptoactif qui est conçu pour opérer comme un moyen d'échange de valeurs. Donc, un peu dans les mêmes traits que Priam a parlé avant, quoi. Donc, ces crypto-monnaies, ces crypto-actifs sont représentés donc, sur la blockchain par des tokens fongibles, donc des tokens qui peuvent être interchangeables, dont en gros la quantité donc, de ces tokens est programmable. Donc, un token, donc c'est un actif numérique qui représente une collection de certains droits. Donc, ils sont encodés à l'intérieur de la blockchain. Donc, on a des tokens natifs à la blockchain, comme le Bitcoin ou Ether. On a aussi des tokens qui peuvent être encodés, donc programmés à l'intérieur de smart contracts, qui nous permet donc cette, on peut dire, explosion de tokens qu'on peut trouver de nos jours, en fait. Donc là, je crois qu'on en est à peu près à 10 000 différents types de crypto-monnaies, actifs qui sont déployés sur différentes chaînes. Sur les blockchains publiques, n'importe qui peut créer donc, des nouvelles crypto-monnaies. À l'époque, c'était assez conséquent pour pouvoir le faire, mais maintenant, il y a beaucoup d'endroits où en quelques minutes, on peut créer une nouvelle crypto-monnaie qui pourrait être utilisée à l'intérieur d'une petite communauté pour, en gros, échanger de la valeur. Des exemples donc, de ces crypto-monnaies aussi sont les stablecoins. Je ne sais pas comment ça se traduit en français, désolé, qui est donc un token fongible qui est lié ou convertible contre plusieurs autres actifs. Donc, c'est aussi un endroit qui est pas mal recherché pour le moment, donc de regarder un peu comment ces stablecoins peuvent être utilisés dans les différentes économies. Prochain slide. Donc, c'est pas opposé, mais en addition donc, de ces tokens fongibles, on a aussi des tokens qui sont non fongibles. Donc, des tokens qui, en gros, représentent un élément numérique de manière unique donc sur la blockchain. Ça nous permet de créer des choses très intéressantes, comme pouvoir essayer de représenter donc des licences ou des tickets pour aller au cinéma ou à un concert, regarder donc des qualifications donc, au niveau éducationnel, et aussi donc des différentes choses que l'on peut collectionner. Donc, il y a de l'art maintenant qui est... donc, on a des tableaux de l'art, des sculptures donc, qui sont physiques et qui sont représentés en tant que NFT donc, sur la chaîne, mais de plus en plus aussi, il y a donc des NFT qui représentent toutes les informations nécessaires pour comprendre et s'approprier donc un objet d'art, mais un objet digital, et qui crée donc une économie, mais aussi un environnement digital où les gens, sur Internet ou sur ce qu'on peut appeler le métaverse, commencent à pouvoir montrer, partager, représenter des objets qu'ils ont et qui sont leur propriété et qui peuvent montrer ça de manière unique.
Next slide. Merci Frédéric. Alors, une des applications, à mes yeux, les plus judicieuses des blockchains est le concept d'identité décentralisée. C'est une forme d'identité numérique qui veut laisser à l'utilisateur un meilleur contrôle, je dirais, de ses données personnelles. Aujourd'hui, avec la structure du web actuel, comme l'illustre la figure en haut à gauche, nos identités numériques, nos données vivent en silo et sont contrôlées majoritairement par les géants d'Internet. De façon générale, on pourrait dire qu'avec la numérisation, on a quelque peu perdu le contrôle de nos données. En utilisant une blockchain qui est immuable et potentiellement publique, on peut essayer de changer cette tendance-là. C'est l'utilisateur qui va pouvoir choisir où ces données sont hébergées et auprès de quelles entités récupérer ses titres, ses diplômes, ses certificats virtuels. Mais ça permet aussi pour l'utilisateur de choisir précisément à qui partager ces informations, un peu comme on le ferait dans le monde physique. Donc j'ai ma carte d'identité en main, je vais choisir à qui la montrer. Mais de choisir également de manière précise, de manière granulaire, la quantité d'informations appropriées à partager avec des applications tierces. Donc un exemple, donc la figure que j'ai incluse en bas de ce slide, quelqu'un veut louer une voiture, mais cette personne ne veut pas partager son permis de conduire dans son intégralité. Eh bien, elle peut simplement partager une preuve que son permis de conduire est valide. Cette personne ne veut pas non plus partager le montant total de son compte en banque, mais seulement qu'elle possède bien plus que X centaines de dollars nécessaires pour louer une voiture. Le concept d'identité décentralisée offre cette granularité-là. Donc, tout ça repose sur un certain nombre de caractéristiques qui sont instanciées, ancrées et complètement vérifiables sur une ou plusieurs blockchains avec l'aide d'autres technologies. Donc, juste pour information, les deux standards les plus utilisés dans le domaine sont les Decentralized Identifiers, une forme d'identifiant numérique, et les Verifiable Credentials, qui jouent le rôle de documents de propriété signés cryptographiquement. Et ces deux standards sont développés par le W3C. Voilà, je ne vais pas rentrer plus dans les détails, mais si vous souhaitez en savoir plus sur le sujet, je vous invite à lire l'étude que mes collègues et moi avions publiée sur le sujet en collaboration avec le NIST. Les liens seront aussi disponibles en fin de présentation. Slide suivant, s'il vous plaît. Enfin, un autre domaine d'application qui est, je dirais, particulièrement pertinent dans le monde du commerce, de l'entreprise, est celui des supply chains, donc les chaînes logistiques. L'idée est de fracturer les différents silos numériques qu'un produit va traverser au cours des multiples étapes de sa vie. En utilisant la blockchain, plutôt que d'avoir des silos, on introduit une plateforme mutualisée, unique, consolidée, où les différents acteurs qui gravitent autour d'un produit, les fabricants, les transporteurs, les grossistes, etc., peuvent suivre en temps réel l'avancée des opérations, choisir quelles informations partager avec le reste des participants, et ça peut éventuellement être le client final lui-même, mais aussi mieux gérer les problèmes d'approvisionnement, les perturbations du marché en se coordonnant avec leurs partenaires à travers la blockchain. À noter que c'est un domaine qui se lie assez naturellement avec le secteur de l'Internet of Things, qui a également connu d'énormes progrès. Donc, vous pouvez par exemple maintenant avoir des smart devices extrêmement peu énergivores qui se retrouvent accolés à un produit ou à une machine de production et qui jouent le rôle de nœuds blockchain légers, donc qui sont à même de directement interagir avec la blockchain et de renseigner sur l'état d'un produit en particulier. Alors, les exemples d'applications sont extrêmement nombreux et surtout variés, comme la traçabilité de la production de fruits, de la récolte jusqu'au point de vente, la création et la distribution de vaccins, d'œuvres d'art, etc. Mais ce qui est aussi intéressant à noter, c'est que ce genre de système peut également être appliqué à des produits qui ne sont pas physiques, mais par exemple à des licences de software, par exemple. Voilà, donc il y a quelques exemples d'applications un peu plus concrètes de la blockchain qui sont également assez populaires, il faut dire, où pas mal de progrès continuent à être faits. Merci beaucoup pour
vos avis sur les secteurs les plus prometteurs. Je partage complètement vos idées. On parle aussi souvent de la transparence qui a montré comme un atout majeur de la technologie de blockchain par rapport, par exemple, aux institutions plus classiques. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment se positionnent les organismes comme par exemple les associations professionnelles d'un point de vue par rapport à la blockchain? Et est-ce qu'il existe aussi des initiatives au niveau fédéral aux États-Unis? Est-ce que vous pouvez nous donner quelques pistes là-dessus? Oui, donc même si effectivement la technologie, on va dire, les technologies de base ne sont pas nouvelles, mais la manière dont elles sont mises ensemble, connectées et organisées est assez récente. Mais il y a déjà beaucoup d'organismes de standardisation, par exemple, qui travaillent sur certains aspects donc, de cet écosystème pour s'assurer que ce soit entre les différents pays, entre les différentes industries, il y ait un certain nombre d'interopérabilité, de consistance qui se fait pour faciliter le développement de ces technologies et l'intégration dans les différents, systèmes de la vie de tous les jours. Donc, notamment, il y a donc des organismes de standards comme IEEE, ISO, qui donc pour aider, on va dire, à définir un certain vocabulaire, une certaine méthode de compréhension et de définition un peu de ces technologies pour qu'elles soient plus simples à utiliser et à propager de manière globale. Comme Priam a discuté tout à l'heure, là, le World Wide Web qui était là, qui donne des spécifications sur toutes les technologies dont on utilise un peu tous les jours en utilisant le browser, en utilisant certaines parties d'Internet, sont aussi là pour nous aider à développer ces identités distribuées. Il y a aussi beaucoup d'organisations professionnelles qui donc sont basées sur certaines chaînes, donc comme l'Enterprise Ethereum Alliance, donc qui est là pour regarder comment utiliser la plateforme Ethereum, mais à l'intérieur d'organisations, donc pour utiliser les garanties, essayer donc de traduire les garanties donc de la chaîne publique d'Ethereum, mais au sein d'organisations ou de consortiums d'organisations pour exécuter des cas d'utilisation comme Priam l'a dit avec supply chain par exemple. Au niveau dans la région de Washington DC au moins, il y a des associations donc comme Actayac ou ETARC donc qui regroupent des membres donc du gouvernement, des membres donc de l'industrie et de l'académie pour travailler et regarder comment est-ce que la technologie blockchain peut être utilisée au sein des agences. Et donc, par exemple, il y a un playbook, donc un document qui a été développé donc par Actayac pour essayer d'établir un peu une sorte de process en plusieurs phases pour déterminer si la technologie blockchain peut être utile pour un certain cas d'utilisation, un certain problème. Donc, dans un premier temps, on fait un assessment d'abord pour voir si la technologie blockchain peut être intéressante ou pas. Si oui, alors on regarde si les organisations qui utiliseraient ça sont prêtes. Est-ce qu'au niveau des ressources humaines, est-ce qu'au niveau des procédures, à l'intérieur des organisations qui voudraient faire partie de ce réseau, est-ce qu'elles sont prêtes à pouvoir utiliser cette technologie? Ensuite, regarder quelle technologie blockchain on aura besoin. Est-ce que c'est public? Est-ce que c'est privé? Et ainsi de suite. Et ensuite, faire l'implémentation et l'intégration à l'intérieur des différents groupes. Donc,
il y a beaucoup de mouvements, effectivement, et c'est un peu partout dans le monde. C'est ça qui est intéressant avec cette technologie décentralisée. Ce n'est pas qu'à un endroit, c'est vraiment partout. Natacha, tu voulais parler un peu de RGPD? Oui, en parallèle de toutes ces initiatives internationales associatives, il y a bien sûr des questions, des initiatives de régulation. Donc, comment légiférer sur la blockchain? Si vous avez, pour ceux qui sont aux États-Unis, si vous entrez sur TurboTax, maintenant on vous demande si vous avez vendu des crypto-monnaies. Donc, il y a bien sûr des initiatives de taxation, mais il y a aussi des initiatives de régulation qui se portent sur la vie privée, le domaine de la vie privée. Donc, pour prendre l'exemple de la RGPD, donc la RGPD, pour ceux qui ne savent pas, c'est une loi qui a été passée en 2018 qui s'applique au traitement automatisé de données à caractère personnel en Europe et aux citoyens européens. Et la RGPD définit 3 points principaux, en gros. Elle requiert l'identification d'un responsable de traitement des données, donc d'un seul responsable de traitement des données. Elle donne à tout citoyen le droit à la rectification. Donc, si on a écrit Natacha avec 2 C, j'ai le droit de corriger cette entrée. Et enfin, j'ai le droit en tant que citoyenne française à l'oubli. C'est-à-dire, si je veux que mes données soient effacées, par exemple d'une banque, j'ai le droit à le demander. Donc, ces 3 exigences sont presque complètement contradictoires avec une blockchain, puisque la blockchain est immuable, c'est-à-dire qu'elle est non falsifiable, donc on ne peut pas réécrire l'histoire. Donc, c'est problématique en fonction du droit de rectification et du droit à l'oubli. La blockchain, c'est un système pair à pair, donc personne n'a une copie centrale du registre. Donc, définir ce qu'est que le responsable de traitement, c'est presque impossible. Et de manière générale, la blockchain porte principalement sur des données à caractère personnel. Donc, c'est vraiment un domaine auquel la RGPD devrait s'appliquer, mais le législateur ne sait pas encore comment faire. Donc, il y a plusieurs rapports qui sont parus récemment, un au Sénat en 2018, un à l'Union européenne, le EU Blockchain Observatory, qui est un des organismes qui a été créé par l'Union européenne justement pour comprendre et analyser la blockchain et son impact sur les lois européennes. Il y a aussi plusieurs initiatives en Californie, puisque la Californie a une loi similaire à l'RGPD, qui s'appelle la California Consumer Privacy Act. Et pour l'instant, il n'y a pas vraiment de réponse précise. On parle de blockchain comme plateforme de dissémination, auquel cas l'RGPD ne s'appliquerait pas à la blockchain au niveau 1, à la couche 1, mais s'appliquerait uniquement aux contrats intelligents, puisque ce serait là l'application. C'est une possibilité. D'autres possibilités portent sur comprendre ce qu'est qu'une donnée à caractère personnel, c'est-à-dire que si on a réussi à anonymiser les participants par des procédés cryptographiques, est-ce que cela suffit pour rendre la blockchain RGPD compliant? Donc, ce sont encore des questions qui sont ouvertes. Un des gros problèmes dans ce domaine, c'est qu'il faut des personnes qui soient compétentes, bien sûr, et des experts en RGPD, mais aussi des experts dans les domaines technologiques, notamment dans les domaines de Zero Knowledge Proofs que Priyam a mentionné, et dans les détails de tout ce qui est cryptographie. Donc, pour l'instant, ce sont des problèmes qui sont ouverts et on va voir dans les mois qui viennent de plus en plus de rapports qui essayent justement de préciser la RGPD dans le contexte de blockchain. Donc, juste pour finir, Frédéric et Priyam ont parlé de pas mal d'initiatives au niveau international associatif. Il y a beaucoup dans la BEM, mais aussi dans beaucoup d'universités, des initiatives pluridisciplinaires qui essayent de regrouper des professeurs de droit, des professeurs d'économie et des professeurs d'informatique pour créer justement des centres de recherche blockchain ou de manière générale d'intelligence décentralisée. Il y en a un à Stanford, il y en a qui vient d'être créé à Berkeley, mais il y en a aussi entre plusieurs universités, par exemple Cornell et Maryland, ont le IC3, le Cryptocurrency Initiative. Donc, il y a beaucoup d'efforts pluridisciplinaires qui sont créés. Et la spécificité de ces initiatives, c'est qu'elles ne sont pas uniquement académiques. Donc, pour prendre l'exemple de Berkeley,
le centre d'intelligence artificielle, décentralisé possède un Startup Accelerator qui est dans le centre, justement pour permettre de garder cette proximité entre la recherche académique et le développement industriel de la blockchain, qui, pour l'instant, est resté très proche et bien plus proche que dans d'autres domaines. Merci, Natacha, Frédéric, Priam, pour cette introduction aux technologies blockchain. Nous allons dès maintenant passer à la session de questions-réponses. Donc, comme question, nous avons n'y a-t-il pas d'opposition entre protection de la vie privée et les risques de blanchiment? Est-ce que quelqu'un aurait... Oui, je peux répondre. Effectivement, c'est une question, une remarque tout à fait pertinente. La réponse est oui, effectivement. Il y a des risques de transactions qui vont être utilisées à des fins frauduleuses ou pour blanchir de l'argent, des activités illicites. Malgré tout, il faut garder en tête, je pense que, alors je n'ai pas de chiffre exact, mais c'est une fraction relativement infime de transactions qui passent par les plus grands réseaux blockchain qui sont effectivement utilisés à des fins malveillantes, je dirais. Deuxièmement, un petit peu comme on a pu l'évoquer un peu plus tôt, avec l'introduction de nouvelles approches, de nouvelles technologies, de nouvelles applications comme l'identité décentralisée, eh bien, on peut espérer qu'à terme, l'utilisation des blockchains permettra aussi de réconcilier un petit peu plus aussi le monde comment dire, les approches, les initiatives gouvernementales, les régulations qui nécessitent effectivement de connaître d'avoir un petit peu plus d'informations sur l'identité des gens qui utilisent une blockchain pour effectuer des transactions, tout en étant effectivement un petit peu fair, je dirais, avec l'ensemble des participants. Donc, mais oui, c'est effectivement un point de contention. Si je peux rajouter quelque chose à ce que tu viens de dire, Priam, un des intérêts, en tout cas avec l'utilisation des blockchains publiques, c'est qu'il y a des compagnies, comme une qui s'appelle Chainalysis, qui donc utilise le fait qu'il y ait un peu cette transparence, cette traçabilité au niveau des transactions qui sont faites pour analyser un petit peu le mouvement donc de différentes currencies à travers des chaînes, à travers plusieurs chaînes, et donc de pouvoir suivre un petit peu ce qui se passe, quoi. Donc, il peut y avoir donc effectivement du blanchiment d'argent, des choses comme ça. Par contre, il y a une trace indélébile qui est sur les chaînes, quelque chose qui ne peut pas vraiment se faire si, par exemple, il y a eu un transfert de cash, quoi, par exemple. Donc, yeah. Pour parler du côté académique, il existe de plus en plus de projets de recherche qui essayent de réconcilier cette tension, justement par l'intermédiaire de mécanismes cryptographiques dont Priam a mentionné, où justement ils développent des Zero Knowledge Proofs qui permettent de vérifier qu'il n'y a pas de blanchiment d'argent, donc par exemple qu'il n'y a pas de transaction circulaire, sans révéler l'identité de ces personnes. Donc c'est un domaine qui est encore lent, mais qui devient de plus en plus rapide avec les progrès de la recherche. Merci à tous pour vos réponses. On a une question de Jean Pic qui se demande pourquoi la blockchain Ethereum est-elle autant utilisée relativement à d'autres blockchains? Loïc? Oui, les blockchains, à mon avis, ça fonctionne avec l'effet réseau. Plus il y a de nœuds qui participent, plus il y a de participants dans l'écosystème, plus l'adoption se développe. Et puis, pour l'instant, Bitcoin et Ethereum sont les plus développés, mais après, il y en a d'autres qui se développent. Et c'est dur de prédire ce qui va se passer dans le futur. Mais l'écosystème d'Ethereum, c'est sûr que pour les développeurs, les outils de développeurs, les outils de sécurité sont particulièrement présents. Et puis, il n'y a pas que Ethereum, le mainnet public, il y a aussi des versions d'Ethereum
dans le monde enterprise, le consortium. Et puis, il y a des concurrents d'Ethereum qui sont basés sur la virtual machine d'Ethereum et du coup, qui sont compatibles avec tout ça. Et puis, c'est sur Ethereum qui a été créé le premier. Donc, c'est Ethereum, la première plateforme qui a créé le concept de smart contract avec, qui sont entièrement programmables, qui sont Turing complete. Et puis, les autres blockchains ont continué d'utiliser ça. Et puis, pour les tokens, comme disait Fred tout à l'heure, c'est qu'au tout début des crypto-monnaies, pour créer une nouvelle crypto-monnaie, il fallait créer une nouvelle blockchain. C'est long et complexe. C'est pas du tout. C'est un grand projet de créer une nouvelle blockchain. Mais grâce à Ethereum, du coup, et le concept de smart contract et le standard ERC20, il a été possible de déployer un nouveau token, un crypto-actif qui a n'importe quelle propriété directement sur Ethereum. Et ça, ce standard a été développé d'abord sur Ethereum. Du coup, mais toutes les blockchains basées sur la machine virtuelle Ethereum ont pu l'utiliser par la suite. Et puis après, au-delà d'Ethereum, ce standard a aussi été utilisé sur d'autres types de blockchains. Merci Loïc. Nous avons une question à propos de la possibilité de l'utilisation des technologies blockchain pour distinguer des informations réelles et artificielles, par exemple avec des réseaux antagonistes génératifs. Est-ce que quelqu'un a une idée? Frédéric, tu avais réfléchi un petit peu, n'est-ce pas, là-dessus? Donc, il y a un truc dont on n'a pas vraiment parlé comme ça, mais qu'il faut bien comprendre, effectivement. On va dire que un des avantages du fait que la blockchain ne peut pas être falsifiée ou est très difficilement falsifiable, c'est que on a un certain niveau de confiance que l'information qu'on met à l'intérieur de cette blockchain ne va pas être changée par la blockchain. Et donc, si je dis à Priam que moi j'ai mis une information à l'intérieur de la blockchain et que lui il va regarder à l'intérieur de la blockchain, il a une grande confiance qu'il n'y a pas quelqu'un au milieu qui a pu changer ça et qui ne pourra jamais changer ça. Par contre, ça n'empêche pas le fait que si moi je mets des mauvaises informations à l'intérieur, ça sera des mauvaises informations qui ressortiront. Donc ça, c'est quelque chose auquel on n'a pas touché, mais qu'il faut se rappeler. Par contre, ce qui peut être intéressant, c'est que on peut utiliser des informations sur la blockchain au niveau avec la traçabilité ou avec la transparence. On peut se baser sur ces informations pour ensuite utiliser des modèles ou faire des analyses qui permettent effectivement de dire avec ce modèle, basé sur ces données que vous pouvez vérifier parce qu'elles sont effectivement sur la blockchain, vous pouvez avoir un certain niveau de confiance que le résultat est prédictible. Voilà. Je ne sais pas si ça répond bien à la question. Mais Oui, merci, c'est très clair. Une autre question concernant le quantum computing. Anne se demande si ça ne pourrait pas être une façon d'améliorer la gestion et d'accélérer la vitesse des transactions. Qu'est-ce que vous pensez par rapport à ça, Natacha, peut-être? Alors, de manière générale, le quantum computing est décrit comme ce qui tuera la blockchain. Pourquoi? Parce que beaucoup des mécanismes cryptographiques qui sont actuellement utilisés dans le cadre de quasiment toutes les blockchains ne restent pas sécurisés lorsqu'on a un quantum computer. Donc, l'idée d'un mécanisme de cryptographie, c'est de dire, sauf si vous êtes extrêmement chanceux ou avec un risque infime, vous allez pouvoir spoiler mon identité ou prétendre que vous êtes quelqu'un d'autre. Si vous avez un ordinateur quantique, ce risque ne devient plus minime, mais conséquent. Donc, beaucoup d'articles que vous allez voir sur Internet disent « dès qu'on aura le premier ordinateur quantique, ça sera fini de la blockchain ». En réalité, il existe des des techniques de chiffrement qui résistent à l'ordinateur quantique. On appelle ça des post-quantum secure. Donc, ce risque
que l'ordinateur quantique détruise la blockchain n'est en réalité pas réel, même s'il demandera pas mal de modifications sur les protocoles actuels dans les techniques de chiffrement. En termes d'accélération de la blockchain, de prime abord, je ne vois pas tout à fait comment cela serait possible. Le quantum computing est très doué pour exercer des programmes qui ont beaucoup de branches parallèles qu'ils peuvent explorer en même temps. C'est en général pas forcément le cas de la blockchain. Le seul avantage que l'on pourrait avoir, ça serait, je pense, dans le cas du Bitcoin et de preuve de travail, puisqu'il s'agit là de deviner un nombre, et que la raison pour laquelle deviner ce nombre est difficile, c'est une théorie informatique assez complexe qui n'est plus vraie lorsqu'on a un ordinateur quantique. Donc je pense que ce que vous verrez, c'est en présence d'ordinateur quantique, on n'aura plus de preuve de travail, mais on passera à la preuve d'enjeu, et on devra revisiter les techniques de chiffrement. Merci Natacha. Merci à tous. Nous avons 2 questions de Rémi auxquelles nous allons répondre rapidement avant de passer au workshop. D'une part, les crypto-monnaies étaient considérées comme permettant de contrer l'inflation. Étant forte en ce moment, l'inflation, les cryptos ont perdu fortement de la valeur comme le Bitcoin. Est-ce que cela pourrait impacter l'attrait à terme pour les crypto-monnaies? Est-ce que vous avez une idée chez Prometheus? Pour tout ce qui est macroéconomique, pour l'instant, on est c'est vraiment le tout début des crypto-monnaies, quoi. Pour l'instant, c'est un peu une phase de découverte ça est à peine devenu mainstream. Pour l'instant, pour beaucoup, ça ne l'est encore pas. Et du coup, les aspects liés à l'inflation, pour l'instant, c'est difficile de répondre à cette question. C'est vrai qu'il y a pour un certain nombre de personnes, ils pensent que ça peut être le cas parce que toutes les personnes qui considèrent que Bitcoin, c'est une sorte d'or numérique, du coup, de la même manière qu'ils achètent potentiellement de l'or quand ils ont peur que leur monnaie nationale se dévalue, du coup, ils peuvent trouver refuge dans Bitcoin, par exemple. Mais effectivement, après, c'est la pratique qui prouvera si c'est vrai ou pas. C'est difficile de répondre. Ok, merci Loïc. Et pour finir, dans un contexte de verdissement du numérique dont on entend beaucoup parler, l'engouement croissant autour des des blockchains, est-ce que ce serait pas antagoniste à cet effort-là? Antagoniste, je ne dirais pas forcément. Je pense qu'il faut garder en tête que à l'époque où les blockchains, les premières blockchains sont apparues, ce n'était pas nécessairement un problème qui était très, très prévalent, je dirais, dans les débats et dans les considérations architecturales. Donc, qu'on parle de Bitcoin, qu'on parle d'Ethereum. Aujourd'hui, avec l'explosion de l'utilisation de ces plateformes, de ces blockchains, on voit bien effectivement qu'il y a un gros problème là-dessus. Mais donc les communautés, les plus grandes chaînes travaillent aussi activement dessus et cherchent à se verdir un petit peu plus, effectivement, et sont bien conscientes du problème. D'accord. Merci, Priam. Loïc, on va peut-être te laisser la main pour passer au workshop. Oui, alors donc c'est une petite démonstration pour ceux qui n'ont encore jamais utilisé de blockchain et interagi avec une blockchain et puis reçu de NFT. Donc, le Café des Sciences a créé un NFT avec le protocole PWAP. Et du coup, c'est une bonne occasion pour essayer de créer un wallet et de recevoir ce NFT pour ceux qui l'ont encore jamais fait. La première étape, c'est de choisir et de créer un wallet. Alors, en français, un software wallet, c'est un logiciel de gestion de clés privées. Il en existe beaucoup. Et dans l'écosystème d'Ethereum, du coup, un des plus connus, c'est MetaMask.
Et pour ces démonstrations, on va utiliser Brave. Brave, c'est un navigateur Internet qui a un crypto, donc un wallet blockchain directement intégré dedans, quoi, qui est embarqué. Mais sinon, MetaMask et la plupart des wallets software, ils sont en extension sur le navigateur ou alors c'est des applications mobiles, quoi. Donc, la première étape dans Brave pour créer son crypto wallet, c'est de se créer un mot de passe local. Donc, c'est un mot de passe pour ouvrir son wallet plus tard. Donc, on va mettre quelque chose ici. Donc, la deuxième étape, c'est un message d'avertissement qui nous indique qu'on va nous donner une liste de 12 mots secrets qu'il va falloir bien garder. Donc là, ce compte que je vais créer, il est complètement inutilisable parce que ces 12 mots secrets, ils sont plus secrets, quoi. Donc là, c'est juste pour montrer. Mais pour créer un vrai crypto wallet, donc il faut noter ces mots secrets sur un bout de papier ou sur un support physique, ou alors peut-être de manière offline, numérique. Mais donc ces 12 mots secrets, ils permettent de recréer son wallet par la suite, quoi. Donc n'importe qui a accès à ces 12 mots secrets a accès à ce wallet. Donc là, pour la démonstration, je ne vais pas le faire parce que ça prend un certain temps de les noter. Mais donc dans ce wallet ici, c'est un autre profil sur le même navigateur, sur Brave. Donc j'ai déjà créé un wallet. Il est là. Donc c'est la même étape que l'étape précédente. On arrive ici ensuite. Et donc c'est un wallet qui est pour l'écosystème d'Ethereum et peut-être plus d'ailleurs. Mais donc on peut se connecter au mainnet d'Ethereum, on peut se connecter à des testnets. Donc sur le mainnet Ethereum, c'est avec de l'argent réel. Sur les testnets, c'est des faux Ether. Donc on peut les créer comme on veut, quoi, pour faire des tests. Et localhost, c'est pour se connecter à n'importe quelle blockchain pour lesquelles on aurait un nœud directement chez soi. Et puis, on peut ajouter d'autres blockchains dans les réglages. Donc ici, en fait, pour minter le token de cette présentation, et bien en fait, on va simplement aller sur cette page. Donc, je la mets dans le chat. Voilà, vous l'avez mis aussi, Maxence l'a mis. Et donc, du coup, sur cette page, c'est le protocole POAP, et on peut... mon wallet, il est là. Donc ça, c'est mon adresse blockchain ici, qui a été créée automatiquement. En fait, un wallet, il peut avoir plusieurs adresses. Donc là, je peux en créer qui sont toutes dérivées à partir des mêmes 12 mots secrets. Donc ça, c'est le premier qui est créé automatiquement. Donc je peux soit copier l'adresse, soit utiliser ici. En fait, ce bouton, il se connecte à mon wallet et il va récupérer l'adresse, quoi. Donc, si je clique sur Mint, ça va créer le POAP. Donc, c'est comme ça. Donc, minter votre POAP. Donc, ce POAP, il représente une preuve de participation à cet événement, quoi. C'est un peu comme quand on vient à une conférence et qu'on nous donne un sticker ou quelque chose comme ça, quoi. Sauf que là, on l'a de manière virtuelle dans sa collection virtuelle. Donc, moi, je l'ai déjà minté un peu plus tôt ce matin. Une fois qu'on l'a minté, voilà, donc on voit que plusieurs à l'avoir minté déjà. Donc, tous les POAP qui sont mintés sur cet événement, ils arrivent ici. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire après? On peut regarder sur la blockchain elle-même ce qui s'est passé. Parce que là, du coup, c'est fini. La démo est finie, c'est très rapide. Donc, sur la blockchain, donc, par exemple, moi, je peux prendre mon adresse ici, dans mon wallet. Donc, la copie, en fait, elle y est déjà. Et donc, ça c'est un Blockchain Explorer. Donc, un Blockchain Explorer, ça permet d'explorer les blocs et les transactions de la blockchain en temps réel. Donc là, c'est là, en fait, ce protocole, il crée des NFT sur une blockchain de type Ethereum, mais ce n'est pas le Ethereum, le mainnet, ça s'appelle le Gnosis Chain. Et en fait, ce qui est bien avec le protocole POAP, c'est pour ça qu'on a choisi, c'est qu'il n'y a aucun frais impliqué. Donc, du coup, j'ai oublié de le préciser au début, c'est que vous pouvez créer vos NFT sans rien payer, quoi. Et en fait, les frais sont tout petits et pour l'instant, ils sont payés par l'équipe du protocole, quoi. Donc là, on voit en temps réel les nouveaux blocs qui sont créés et les transactions, quoi. Du coup, on peut chercher dans ce Blockchain Explorer donc n'importe quelle adresse, n'importe quel smart contract, n'importe quel bloc. Donc là, c'est l'adresse du wallet que je viens de créer. Et là, donc transaction, il n'y a aucune transaction, parce que pour l'instant, ce wallet, il vient d'être créé et il n'a signé aucune transaction, il n'a envoyé aucune transaction à la blockchain.
Par contre, le protocole POAP, donc quand j'ai testé le protocole plus tôt ce matin, il a créé le token ici. Et donc ça, c'est la transaction qui a créé et minté le token à mon adresse. Ça, c'est le hash cryptographique de la transaction. Ça, c'est le numéro du bloc dont a fait partie la transaction. Ça ici, donc c'est l'adresse du smart contract POAP. Donc si je clique dessus, là on peut voir, ça correspond au token POAP. On peut voir toutes les dernières transactions qui ont lieu ici. Donc là, c'est tous les gens à travers tout le protocole qui ont créé des POAP. Donc certaines de ces transactions sont les vôtres. Du coup, si je clique sur la transaction, sur le token, sur la transaction, sur ce token, on arrive, du coup, c'est voilà, le fameux token designé par l'équipe des Cafés des Sciences. Et donc, on peut voir qu'est-ce que c'est le NFT en tant que tel sur la blockchain. C'est un numéro d'identification unique qui est associé à son adresse blockchain. Alors, là, on a fait un petit peu le tour. Juste petite précision sur cet explorateur blockchain. Donc là, il est public, n'importe qui peut y accéder. Ça s'appelle le blockscout.com. Mais comme c'est une blockchain publique, Gnosis Chain, et pareil pour toutes les blockchains publiques, donc n'importe qui peut instancier un nœud, se synchroniser avec, et puis instancier son propre explorateur, et puis de manière complètement indépendante, regarder ces transactions et vérifier la blockchain entière. Ça prend un certain temps, par contre, pour synchroniser avec la blockchain. Voilà, du coup, sinon, quelques petits commentaires par rapport à l'architecture du protocole POAP, puisque c'est celui qu'on a utilisé. Donc, ce protocole, donc, il s'exécute sur une blockchain publique, donc la gouvernance est partagée, mais il est très centralisé. Ces POAP, ils sont mintés, ils sont créés par au nom des organisateurs de l'événement, mais c'est l'équipe, en fait, c'est l'équipe POAP qui fait une modération. Et les images POAP, l'image qui est ici, en fait, elle est stockée sur un serveur centralisé, elle n'est pas stockée sur la blockchain. En fait, dans la plupart des NFT, ce qui est sur la blockchain, c'est simplement le numéro d'identification unique. Et l'image, si c'est une image, si c'est un fichier ou un contenu qui est tout petit, ça peut éventuellement le stocker sur la blockchain. Dans la plupart des cas, c'est pas adapté. Et du coup, l'image, dans le cas du POAP, elle est stockée sur un serveur Google Cloud. Donc, du coup, l'équipe POAP, il faut lui faire confiance pour qu'elle garde le serveur allumé. Les images aussi sont accédées à cet explorateur. En fait, tous les portefeuilles numériques, tous les wallets qui permettent de voir sa collection. Pour le NFT POAP, ils sont accédés grâce à un API centralisé. Du coup, les applications, elles utilisent des méthodes traditionnelles HTTP, GET et POST pour aller chercher les images. Donc, c'est centralisé. Donc, il faut faire confiance à l'équipe POAP pour pas qu'ils remplacent l'image ou qu'ils changent les métadatas du NFT. Et puis, dernièrement, les smart contracts POAP. Donc, les smart contracts, n'importe qui peut les voir. Ils sont sur le repo GitHub de POAP. Et donc, dans le dossier qui s'appelle First Smart Contract. Et là, on peut les voir. Donc, il y en a principalement 2. Et puis après, ils utilisent aussi des standards OpenZeppelin. C'est des standards classiques dans la communauté Ethereum. Et donc, ça, c'est le smart contract qui implémente le protocole entier. Et donc, on peut voir comment ça fonctionne, ce qui est vraiment super. Et on peut voir aussi dans le Blockchain Explorer, en temps réel, qui c'est qui fait quoi dedans, qui c'est qui appelle les fonctions. Alors, comme j'ai dit au début, donc, du coup, pour ces différentes raisons, le protocole POAP, pour l'instant, il est très centralisé. Mais en fait, c'est assez classique. Il y a beaucoup de protocoles qui sont lancés sur des blockchains qui sont, dans un premier temps, complètement centralisés. Et là, dans le cas de POAP, l'équipe de POAP, ils ont déjà annoncé qu'ils souhaitaient par la suite décentraliser la manière dont ils gèrent le stockage des métadatas, des images. Donc, ils n'ont rien annoncé sur comment ça se fera et quand, mais de manière générale, pour ce qui est des NFT, ça signifie en général 2 choses. La première chose, c'est, comme on l'a dit, là, ces NFT, les images, elles sont accédées grâce à des URL classiques, donc, qui sont location-based metadata addressing. Donc, une manière de décentraliser, c'est d'avoir un addressing qui est basé sur le contenu lui-même. Donc, grâce à en fait, l'adresse, c'est le hash cryptographique du contenu lui-même, ce qui permet de vérifier l'intégrité des données du NFT.
Et la deuxième chose pour rendre le NFT plus indépendant, c'est de créer un plan de persistance des données, un plan de maintien des données. Donc, il y a des protocoles de stockage distribués qui permettent qui sont en parallèle de la blockchain, d'autres réseaux distribués, d'autres réseaux décentralisés qui eux aussi ont des modèles crypto-économiques qui permettent à des nœuds de recevoir des récompenses pour maintenir certaines données disponibles. Donc là, il y a quelques ressources. Un des plus connus, ça s'appelle IPFS. Et après, il y a d'autres protocoles en plus. Il y a tout un écosystème qui est en train de se créer autour de tout ça pour pouvoir s'assurer que des NFT entiers, donc pas seulement l'identifiant unique sur la blockchain, mais le NFT entier, les métadatas, le contenu, puissent résister au temps et être vraiment immuables. Donc du coup, on utilise ce protocole POAP parce qu'il a beaucoup décollé récemment et parce qu'il est quand même pratique pour s'initier surtout, parce qu'il n'y a pas de frais de transaction à payer. Mais voilà, il y a plusieurs architectures disponibles pour les NFT et ça, ils ne sont pas tous égaux, quoi. Voilà. Et sinon, petite précision aussi pour ceux qui voudraient pas, il y a aussi une application POAP qui est disponible sur iOS et Android où il est possible de réserver son POAP avec une adresse email. Donc, ça permet de réserver le POAP avec l'adresse mail pour être sûr d'en avoir un par la suite quand vous avez le temps de créer votre software wallet. Merci beaucoup Loïc pour cette démonstration. Donc, j'espère que vous serez nombreux à télécharger notre NFT. Merci également à Natacha, Priam et Frédéric pour leur présentation et les réponses aux questions pendant la séance de Q&A. Donc, je vais donner la parole à Maxence pour conclure. Oui, merci. Merci Alice. Pour conclure, donc, ce Café des Sciences, nous voulons tout d'abord vous remercier toutes et tous d'avoir participé à cette édition. Nous espérons qu'il vous a plu et que nous avons réussi le pari de démystifier la technologie blockchain. Un grand merci à Natacha, Frédéric et Priam d'avoir pris le temps de participer à cette discussion et d'avoir partagé leur expérience et leurs connaissances sur les blockchains. Merci. Merci beaucoup. Merci également à tous les spectateurs de s'être rejoints à nous. Nous apprécions votre présence à l'occasion de ce Café des Sciences et nous espérons vous revoir bientôt pour une prochaine édition. N'hésitez pas à partager tous vos contacts pour éventuellement continuer la discussion. Je vous souhaite également remercier Héloïse Pajot, Jean-Baptiste Borde et Xavier Bressot qui nous ont aidés dans l'organisation de cet événement. Donc, merci encore à tous et je vous souhaite une très belle soirée. Merci, bonne soirée.